Après avoir élu un Bonaparte lors de l'élection de 1848, ce qui a mené à la fin de la Deuxième République et à l'avènement du Second Empire, les Français sont à nouveau appelés aux urnes lors de l'élection de 1871. À la suite de la défaite de Sedan et à la proclamation de la Troisième République, des élections sont tenues, mais ce ne sont pas les républicains qui les gagnent. L'Assemblée est massivement composée de royalistes, orléanistes et légitimistes. La Troisième Restauration ne semble plus être qu'une question de temps. Décidément, la France et la République, ça ne fait pas bon ménage. Mais laissez-moi vous ramener quelques années en arrière. 1820, Napoléon Ier est à Sainte-Hélène et Louis XVIII occupe le trône de France. Il naît alors Henri Charles Ferdinand Marie Dieudonné d'Artois le 29 septembre au Palais des Tuileries. Il est le petit-fils du roi Charles X, successeur de Louis XVIII. Il ne connaît jamais son père, assassiné avant sa naissance par un partisan des Bonaparte. Charles X est jugé trop conservateur. En 1830 éclate la Révolution de Juillet qui pousse ce dernier à l'abdication. Charles X et son fils, le potentiel Louis XIX, abdiquent tous deux en faveur du jeune Henri d'Artois qui doit désormais porter le nom d'Henri V. C'est sans compter sur Louis-Philippe, les Orléans, une fois n'est pas coutume, se font traîtres. Louis-Philippe saisit le pouvoir avec l'aide des députés et se fait proclamer roi de France. La famille du jeune Henri d'Artois possède les soutiens des royalistes légitimistes. Elle quitte la France pour partir en exil en Angleterre. Louis de France, premier fils de Charles X, est avec lui. Louis rallie les légitimistes qui l'appellent Louis XIX. Durant cette période, ils vont vivre successivement en Angleterre, en Autriche, puis revenir en Angleterre. Ils reçoivent des délégations légitimistes qui viennent les voir, notamment en 1841 à Londres où est présent, parmi les légitimistes, Chateaubriand. Louis de France meurt le 3 juin 1844. Henri d'Artois est alors reconnu par tous les légitimistes comme aîné de la Maison de France, le roi Henri V. En février 1848, Louis-Philippe, lui aussi, est victime d'une révolution et est forcé à abdiquer. La Deuxième République est proclamée et va vite débuter le Second Empire de Napoléon III. Henri V incite ses soutiens à ne pas participer à la vie politique et à s'abstenir de voter. Il reconnaît le génie et la gloire de Napoléon Ier, mais critique qu'elle n'ait apporté aucune stabilité. Durant la période du Second Empire, il entreprend une approche politique de rapprochement avec les Orléans et fait célébrer une messe à la mort de Louis-Philippe. Henri V a ses idées personnelles, mais il partage beaucoup des idées de son temps. Il souhaite une monarchie décentralisée avec une constitution. Il partage l'idée de méritocratie et veut une constitution écrite garantissant l'égalité en droit entre citoyens et l'égalité d'accès aux charges. Il se distingue de certains contre-révolutionnaires bien plus conservateurs. Mais il ne veut pas être un roi fantoche. Selon Adolphe Thiers, le roi règne et ne gouverne pas. Pour Henri V, le roi doit pouvoir nommer et révoquer les ministres et influer sur leurs actions. Le Parlement est cantonné à un rôle secondaire, il vote le budget et aide à l'élaboration des lois. Le roi dispose donc d'un pouvoir suprême et peut dissoudre la Chambre qui, elle, ne peut rien contre l'exécutif. Ce qui peut sembler ironique, c'est que Henri est favorable au suffrage universel. Chaque chef de famille aurait autant de votes qu'il dispose d'enfants. Il a plus foi dans les masses populaires pour soutenir un pouvoir conservateur que dans les élites libérales. L'élection serait donc surtout utilisée pour les questions régionales dans le cadre de la politique de décentralisation. Il est opposé au service militaire et reproche à Napoléon III sa politique étrangère d'intervention. Sur le plan social, il est très influencé par le catholicisme social et pense que le meilleur moyen d'aider la classe ouvrière est qu'il s'organise en association. Il s'oppose donc à une forte intervention de l'État dans l'économie. Henri d'Artois s'est donc rattaché les légitimistes, les orléanistes et a su développer son programme politique. Revenons à 1871. L'Assemblée est donc monarchiste. Les orléanistes acceptent de soutenir Henri d'Artois et la Restauration ne semble plus qu'une question de temps. Il est déjà prévu que MacMahon emmène le roi au Parlement se faire acclamer par l'Assemblée. Mais une question va exacerber les tensions et faire capoter l'affaire. Cette question, c'est la question du drapeau français. Louis d'Artois refuse catégoriquement d'accepter le drapeau bleu-blanc-rouge issu de la Révolution. L'accord est donc rompu et la Restauration est ainsi reportée. Henri d'Artois se justifie ainsi. Je n'arbore pas un nouveau drapeau, je maintiens celui de la France. En réalité, la situation est plus complexe. Henri refuse de devenir le roi de la Révolution. Les Orléans avaient probablement pensé qu'il serait bien heureux d'être roi et qu'il oublierait ses idées personnelles.
Mais Henri, lui, contraignait. Je ne peux consentir à inaugurer un règne réparateur et fort par un acte de faiblesse. Mais Henri n'est pas décidé à se laisser faire. Il tente de contacter MacMahon. Ce conservateur légitimiste va forcément l'aider. Il veut rentrer à l'Assemblée et forcer la main du Parlement pour qu'il le reconnaisse comme roi. Mais MacMahon refuse. À Paris, la plus grande incompréhension règne alors. Les orléanistes voient l'occasion de reprendre l'avantage. Ils prévoient d'attendre la mort du comte de Chambord, Henri d'Artois, pour restaurer la monarchie avec un roi orléaniste plus libéral. Pour cette raison, le mandat présidentiel est passé à 7 ans. En réalité, c'est la fin de la monarchie française qui n'aura su passer l'épreuve du drapeau. À la mort d'Henri d'Artois, le dernier descendant direct de sa lignée, la question de l'héritier du royaume de France se pose. Les orléanistes soutiennent la maison d'Orléans, tandis que les légitimistes, eux, passent leur soutien aux Bourbons d'Espagne. Cette question de la succession est complexe et continue, même de nos jours, à créer des tensions entre les royalistes sur Twitter. Une vidéo sur le sujet peut être intéressante à faire.